le plus grand nombre de connexions simultanées, 12 417 718 utilisateurs. Un jeu de réalité virtuelle qui est devenu si populaire qu'il a conservé sa place au sommet depuis sa sortie il y a 4 ans, Beautiful World. Personne n'aurait imaginé que la personne qui a créé le meilleur jeu de l'histoire du jeu vidéo, le meilleur jeu de l'industrie du jeu, serait le fils cadet immature d'une certaine famille de conglomérats. Le nom de cette société de jeu est Ajinsoft, et le PDG de cette société est l'oncle de Suho, Yujinho. Quand Suho arrive au siège d'Ajinsoft, il reçoit carrément le tapis rouge. Un employé le reconnaît immédiatement et dit que le PDG l'attend. En marchant dans les couloirs, Suho remarque un détail étrange. Beaucoup trop de chasseurs éveillés pour une simple entreprise de technologie. L'employé explique que tous les éveillés ne veulent pas risquer leur vie dans des donjons. Certains préfèrent un job tranquille avec avantage, alors ils s'engagent comme garde ou employés spécialisés. Suho fait une pause. Pourquoi une société de jeux vidéo a-t-elle besoin d'armoires à muscles? Un truc se prépare en coulisses, forcément. Mais Suho garde le silence et continue d'avancer. Finalement, il entre dans le bureau du grand patron, Yujinho. L'homme s'illumine dès qu'il voit Suho, rayonnant d'une excitation presque étincelante. Sa voix est pleine de chaleur et de joie, comme s'il n'avait pas disparu de la vie de son neveu pendant des années. Gino lance son discours d'oncle classique, rappelant que la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était à la cérémonie d'éveil de Suho à l'Université des Arts de Corée. Il lui fait la petite leçon familiale, disant que Gina veut que Suho garde plus de contacts. Suho répond par l'excuse habituelle « J'étais occupé ». Mais Gino voit plus loin. Le gamin a changé, plus grand, une aura de quelqu'un qui a trop vécu trop vite. Suho fait semblant de dire que c'est juste une poussée de croissance, mais entre eux, il y a un respect silencieux. Suho n'est plus un enfant. Puis, contre toute attente, il sort un dossier, le pose sur le bureau et annonce qu'il a une proposition. Jinho, surpris, se redresse, mais très vite son étonnement se transforme en admiration. Le document n'est pas un coup de poker. Suho a une stratégie claire. Il propose un partenariat. Jinho et Ajinsoft financent des expéditions de donjons en achetant des portails et en engageant des équipes. En échange, toutes les pierres magiques récoltées sont livrées à l'entreprise. Un deal propre, rentable et légal. Suho ajoute qu'il peut gérer seul des donjons de rang D à C. Jinho fronce les sourcils. Officiellement, Suho n'est qu'un rang E, tout en bas de l'échelle. Comment comptes-tu nettoyer un donjon tout seul demande-t-il. Suho ne bronche pas. Il n'explique pas tout, mais laisse entendre qu'il a un moyen. Jinho, réfléchissant, fait le lien. Suho doit avoir une obsession liée à ses parents, sûrement persuadé que Jinwoo et Cha Ae-in ont disparu dans un portail durant la grande catastrophe. Jinho avoue qu'il a déjà engagé des chasseurs pour les chercher et lui demande d'être patient. Mais Suho n'est pas venu pour attendre. Beru, depuis l'ombre, demande si Suho va vraiment lâcher la vérité. Suho garde le silence, mais intérieurement, il sait que Jinho est la seule personne en dehors de ses parents à qui il peut tout dire. Son visage devient sérieux, il plante son regard dans celui de son oncle et lâche une phrase qu'aucun éveillé normal n'ose dire. Il peut monter de niveau. Pas au sens figuré, mais littéralement. Jinho reste figé comme s'il venait de se prendre un énorme spoil. Suho continue, expliquant que des extraterrestres d'un autre univers vivent sur Terre comme chez eux, et que la seule façon de les repousser, c'est de devenir plus fort. Ça veut dire farmer les donjons et accumuler de l'XP comme si sa vie en dépendait. Jinho cligne des yeux, complètement perdu. Puis, il lui demande s'il a entendu parler du projet Solo Leveling. Ça attire immédiatement l'attention de Suho. Jinho rit en pensant que son neveu se moque de lui. Il ajoute que c'est probablement une caméra cachée où il fait une demande ridicule pour voir son oncle tout agité. Ce qu'il vient de dire, c'est l'histoire d'un jeu solo que sa société est en train de réaliser. Le jeu raconte l'histoire d'un chasseur rang E qui monte jusqu'au-dessus des rangs S pour devenir le plus fort pour protéger le monde. Jinho rigole en disant que Suho a sûrement vu le projet en avance et qu'il fait une blague. Mais Suho ne rit pas. Il se demande si cette histoire est celle de son père. Jinho dit à Suho qu'il est encore trop inexpérimenté pour le tromper. Soudain, Beru apparaît et contredit ce que dit Jinho à propos de l'échec de Suho, affirmant qu'il a sûrement gardé quelques souvenirs flous du monde précédent. Jinho se tourne vers lui, perplexe, puis pousse un cri de surprise en réalisant qu'il voit une créature à tête de fourmi. Beru demande à Suho s'il peut intervenir, ce qui laisse Suho sans voix. Beru explique ensuite à Jinho que, dans le temps oublié, il était un serviteur qui suivait fidèlement son roi. Parmi les humains, il est celui qui a vu le plus de batailles livrées par son seigneur, et ces moments puissants sont gravés dans son âme. Comme Jinho reste confus, Beru décide d'utiliser la clé que Jinwoo lui a donnée, disant que ce sera plus rapide qu'une longue explication. Il place la clé sur la poitrine de Jinho et précise que c'est un cadeau du monarque des ombres, ce qui désoriente encore davantage Jinho. Il se retrouve alors dans un endroit entièrement blanc. Un homme marche vers lui. À mesure qu'il s'approche, Jinho devient inquiet.
se demande s'il voit bien celui qu'il croit reconnaître. Peu à peu, ses souvenirs lui reviennent. Leur première rencontre avec Jinwoo dans un donjon, leur premier défi ensemble, sa volonté d'aider Jinwoo à fonder une guilde, les fois où son armure trop lourde l'a fait tomber pendant des raids. Le souvenir le plus marquant est leur dernier raid. Il se souvient avoir dit à Jinwoo qu'il ne lui avait pas seulement sauvé la vie, mais qu'il l'avait aidé en raid. Pour lui, Jinwoo est plus qu'un ami, un frère, plus proche que son frère de sang. En revivant ces moments, il ressent une émotion profonde. Jinwoo lui dit alors que s'il le considère comme un frère, lui aussi le considère ainsi, et il lui tend du soju. De retour dans le présent, Jinwoo pleure, puis essuie rapidement ses larmes. Il pense aussitôt à la façon dont il reverra Jinwoo. Suho demande ce que Beru lui a fait. Beru le rassure. Jinwoo a simplement retrouvé les souvenirs de sa vie antérieure. Quelques heures plus tard, ils reprennent la conversation. Jinwoo demande à Suho s'il comprend bien que la puissance illimitée que possédait Jinwoo se retrouve aussi chez son fils. Suho confirme tout en précisant qu'ils sont toutefois un peu différents. On remarque que les yeux de Jinwoo sont rougis d'avoir tant pleuré. Il observe que Jinwoo était d'un autre niveau, capable de protéger le monde contre les dieux de l'univers extérieur appelés Itarim. Suho acquiesce. Pour empêcher l'invasion des Itarim sur Terre, il doit devenir plus fort rapidement. Jinwoo, sérieux, demande si la situation est si urgente pourquoi Suho lui propose quand même un projet d'affaires. Il admet être strict comme son père, ce qui fait sourire Suho timidement. Jinwoo ajoute que maintenant qu'il comprend tout, il ne devrait plus traiter Suho comme un enfant ni chercher à le protéger. Il accepte la proposition de Suho, ce qui rend Suho heureux. Jinwoo pense que Jinwoo endure encore une fois ce fardeau. Seul, il se demande si la récupération de ses souvenirs n'est pas justement une chance donnée pour aider. Si c'est le cas, il fera tout pour soutenir Suho. Jinwoo a engagé des membres d'une escouade et acheté un portail pour Suho. En observant les recrues, Suho remarque que ce sont des gens recrutés par son oncle Jinwoo, des personnes prêtes à remplir les quotas. L'un des recrues demande s'il va vraiment leur donner 4 millions juste pour figurer dans l'équipe sans entrer dans le portail. Suho confirme que c'est bien ça. Le type s'étonne alors et demande si Suho compte y aller seul. L'homme lui dit qu'il ne sait pas à quel point il peut être confiant, qu'il prend un risque en sous-estimant les portails. Mais il dit qu'il peut les avertir s'il se sent incapable de terminer le raid. Même dans l'état actuel de leur corps, il pourrait tout de même être utile. Il remercie la recrue et avant d'entrer dans le portail, promet qu'il leur dira s'il a besoin d'aide. En entrant, il appelle Essil et Gray et explique qu'il a vu son père supporter tant de choses seul. C'est pour ça que dans le système qu'il a créé pour son équipe, il a retrouvé une chaleur qui lui rappelle Jinwoo par ses intentions cachées. Les trois se préparent à affronter des golems de pierre dans ce portail et Suho insiste qu'il ne veut pas laisser son père tout assumer seul. Il fonce et demande à ses compagnons de commencer à monter en niveau. La scène change, une voiture de luxe s'arrête devant un immeuble. Lee Min-sung en descend et dit à son chauffeur de rester à proximité. Le chauffeur acquiesce. Min-sung pense en lui-même que 3 mois se sont écoulés depuis sa dernière rencontre avec la personne dont il parle. Un employé de l'immeuble le reconnaît, l'abordant et lui demandant s'il n'est pas Lee Min-sung, le vice-PDG de la guilde La Faucheuse, ce qui irrite Min-sung en secret. Il se dit que sa brillance ne passe pas inaperçue. Il abaisse son masque, sourit et remercie l'employé pour la reconnaissance, lui souhaitant une bonne journée. L'employé répond en l'encourageant, l'appelant héros des chasseurs. Min-sung se décrit intérieurement comme un super élite, fils du vice-PDG de Jujin Construction, ayant débuté jeune comme célébrité et dominé le monde de la publicité, le prince d'Asie. Après la grande catastrophe, il devient un éveillé de rang A. Il pensait vivre en tant qu'éveillé S. Pendant que Lim Tae-gyu conduit, il décide de démissionner pour devenir chasseur, car Lee Min-sung est un chasseur de rang A, tandis que son simple chauffeur est un rang S. Cela l'irrite. À partir de ce jour, il est certain que le monde commence à s'effondrer. Il veut rétablir la structure de la pyramide sociale, même s'il doit pactiser avec le démon. Il entre dans une salle avec accès par code et retire son masque. Des gens au sourire inquiétant le saluent, il les sermonne de retirer leur sourire avant qu'ils ne le fassent pour eux. Il demande où est le propriétaire des lieux, qui depuis son retour ne vérifie plus les choses. Soudain, quelqu'un prononce son nom complet. Il se rend compte qu'il est face à des êtres qui ont des halos jaunes et remarque la couleur des cheveux et les yeux inhabituels d'un enfant. Un enfant aux cheveux blancs et aux yeux jaunes lumineux le regarde, lui demandant s'il est la personne du monde extérieur. Pour résoudre le problème des transferts dimensionnels entre les univers extérieurs, il divisait son corps origine, dissout sa force et sa personnalité en fragments, puis les a envoyés dans ce monde. Le premier fragment à arriver fut sa forme la plus faible, sa forme bébé. Min-sung apprend que la version présente est une fusion avec le deuxième fragment. Les souvenirs persistent, mais la personnalité a changé. Min-sung commente que c'est compliqué
et l'Outerworlder ou étranger lui dit de ne pas être trop amical avec lui. Min-sung réplique qu'il se fiche de la personnalité. Il veut richesse, gloire et la disparition du chasseur de rang S Lim Tae-gyu, et tant que l'Outerworlder s'en souvient, tout va bien. L'Outerworlder demande pourquoi il est ici. Il répond pourquoi il ne peut pas entrer dans sa propre maison. L'Outerworlder rappelle qu'il avait conseillé de n'y pas venir sauf pour des raisons spéciales. Min-sung signale ensuite un problème, la fabrication de la poussière d'étoiles rencontre des difficultés. Récemment, la guilde des hyènes qui fournissait les ressources premières et l'usine de Séoul ont été détruites. Il cherche donc des renforts pour la poussière d'étoiles. L'Outerworlder demande s'il a trouvé qui a attaqué ces installations. Min-sung entend dire que l'attaquant portait un masque et une épée. L'Outerworlder lui rappelle que Min-sung a utilisé leur méthode de fabrication et créé un système de distribution et que Min-sung avait promis qu'il n'y aurait pas de problème. Min-sung répond que si on cherche des problèmes partout, on ne pourra rien faire bouger. L'Outerworlder le juge incompétent et se demande si choisir Min-sung comme pion fut une erreur de sa personnalité précédente. Cela irrite Min-sung. Dans un mouvement fulgurant, Min-sung saisit un poignard, se téléporte presque derrière l'Outerworlder et pose la lame sur sa nuque, déclarant qu'il n'est pas une coquille vide ayant subi un lavage de cerveau comme lui. Il est un chasseur rang A qui pourrait le tuer si l'autre l'ennuyait. Il ajoute que ce n'est pas lui le pion, mais bien l'Outerworlder. Alors que Lee Min-sung menace l'Outerworlder, l'Outerworlder réplique que les chasseurs humains évaluent la force par la quantité de mana, un critère barbare selon lui. Subitement, l'Outerworlder cible l'employé qu'il avait salué, il le contrôle et un halo jaune apparaît dans l'œil de l'employé. Un symbole de halo, un croissant de lune avec une croix au milieu, se manifeste. Min-sung sent le mana irradier partout, l'Outerworlder semble avoir privé de libre arbitre tout le bâtiment. En effet, toutes les personnes présentes, petits et grands, hommes et femmes, montrent désormais un halo et des pupilles jaunes. Un grand halo apparaît même au sommet du bâtiment. L'Outerworlder explique que la personnalité précédente avait choisi Min-sung pour survivre et maintenant, il a la force pour survivre. Leur relation évoluera selon la compétence de Min-sung. L'Outerworlder contrôle chacun des gens présents et les fait attaquer Min-sung. Pris de panique, Min-sung improvise en disant que tout cela n'était qu'un test pour voir s'il pouvait tuer un rang S. L'Outerworlder accepte d'épargner sa vie car il a encore de l'utilité. Avant de partir, l'Outerworlder retire le contrôle des gens dans la pièce. Une femme qui était sous son influence montre des cristaux jaunes lumineux. Ce sont des stimulants fabriqués en condensant la poussière d'étoiles 100 fois. Min-sung est étonné, ces cristaux, dilués, permettraient de produire une grande quantité de poussière d'étoiles. C'est un produit très différent, utilisable même par des chasseurs de rang A. S'ils les utilisaient purs, ils auraient des effets même sur un rang A comme lui. L'Outerworlder lui propose d'essayer, mais Min-sung refuse, conscient de ne rien connaître sur cet objet. Il réalise qu'il a peut-être relâché une force incommensurable sur la Terre, mais conclut que ce n'est pas son problème. Avant de s'éclipser, l'Outerworlder lance son livre. Il sent qu'un autre fragment va bientôt arriver. Lorsqu'il fusionnera avec ce fragment de force, il n'aura plus besoin de rester caché. De retour dans le donjon, Suho et les autres combattent un gigantesque serpent. Ezil et Gray attirent l'attention du monstre pendant que Suho se prépare à charger. Après un saut, Suho s'agrippe sur le serpent, Ezil et les autres s'inquiètent alors que la bête se débat, mais Suho serre sa prise et finit par trancher l'animal en deux. Grâce à cette attaque, il remporte la victoire. On revient brièvement à l'Outerworlder qui sourit en disant que lorsque le jour qui l'attend viendra, le véritable invasion commencera. Retour aux chasseurs engagés par Jino qui attendent à l'extérieur du portail. Une femme dans le groupe se dit inquiète, cela ne lui paraît pas normal d'être payée 5 millions juste pour tenir la place et ne rien faire. Elle ne comprend pas pourquoi on lui offre de l'argent facile. Le boss, boitant du groupe, prend la parole. C'est leur 4e raid où ils sont rémunérés simplement pour remplir l'effectif. Il dit à la femme que ce n'est pas dangereux, ils rendent service au public, mais la femme, malgré cela, ressent un malaise. En réponse, le boss lui dit de démissionner si elle n'aime pas le travail. La femme se gratte la tête, bredouille, parce qu'elle n'est en fait pas contre l'argent facile. Le boitant se sent toutefois que quelque chose cloche. Suho n'a aucune équipe d'excavation ni d'équipe de collecte, et pourtant, il nettoie des portails seul. Il dit que c'est impossible de gagner de l'argent si personne n'extrait ou ne collecte les butins à l'intérieur. Au début, Suho entrait uniquement dans des portails de rang D, mais récemment, il passe en rang C. Il dit qu'il ne comprend pas ce que Suho fait à l'intérieur. Pendant ce temps, dans le portail de rang C actuel, on voit que les gobelins ombres extraient des cristaux de mana, pendant que Beru joue le rôle du superviseur strict. Ezil et Gray sont chargés de la collecte. Ezil dit à Gray que ce travail demande beaucoup de savoir-faire. Gray est d'accord. Ezil s'inquiète pour le jeune monarque,
car il affronte le boss de rang D seul. Mais Suho semble s'en sortir, esquivant les attaques consécutives du boss. Son adversaire est un énorme type d'araignée à carapace avec 8 membres tranchants et 4 mandibules. Suho évite ses coups et en contre utilise un poignard impressionnant à la manière de son père. Il préfère la lame au gant pour employer la compétence autorité du souverain. L'arme inflige un effet de paralysie, mais le boss a une forte résistance. Suho est à la fois déçu et impressionné que le boss y résiste. Le poignard s'appelle le croc à venin de Kasaka. Il donne plus 25% de points et inflige un saignement qui enlève 1% de PV par seconde. Suho pense que l'arme est particulièrement adaptée aux monstres insectoïdes. Il lance le poignard vers la joue du boss et ne cherche pas à le rattraper car il prépare un coup de poing puissant. Le boss encaisse le choc, cependant sa mâchoire est pulvérisée. Le combat grisant fait sourire Suho. Il adore se battre à main nue. Il rééquipe ensuite sa dague par autorité du souverain, contrôlant la lame sans la tenir. Le boss ne peut résister et Suho, admiratif, réalise qu'il peut combattre seul un boss de rang C. Suho pense que l'arme est particulièrement adaptée aux monstres insectoïdes. Il lance le poignard vers la joue du boss et ne cherche pas à le rattraper car il prépare un coup de poing puissant. Le boss encaisse le choc, cependant sa mâchoire est pulvérisée. Le combat grisant fait sourire Suho. Il adore se battre à main nue. Il rééquipe ensuite sa dague par autorité du souverain, contrôlant la lame sans la tenir. Le boss ne peut résister et Suho, admiratif, réalise qu'il peut combattre seul un boss de rang C. Il pense qu'il pourrait bientôt entrer dans un portail de rang B. La bête montre clairement de la peur dans ses 10 yeux. Suho a désormais confiance dans l'utilisation de son autorité. Il est extrêmement rapide et progresse vite en combat. Puis il réfléchit. Il a toujours utilisé l'autorité du souverain pour déplacer des objets. Peut-être peut-il combiner cette main invisible avec ses attaques physiques. Pour son prochain mouvement, il tourne le corps et les membres en faisant tournoyer le poignard autour du boss, puis il concentre de l'énergie magique dans son poing droit. L'énergie semble électrifiée, mais elle est compressée par l'autorité du souverain, prenant l'allure d'un plasma presque solide qui reste néanmoins chargé. Au moment de l'impact, c'est comme une fusée qui s'abat sur le dos du boss, une force flamboyante bleu clair qui fracture le sol. Suho enchaîne avec une pluie de coups, écrasant la bête jusqu'à ce que le système annonce sa défaite. Suho gagne de l'expérience et son autorité du souverain passe au niveau 2. Cette compétence n'utilise pas de mana mais provoque une fatigue importante selon l'intensité d'usage. Il ressent 83 points de fatigue après ses attaques successives. Suho s'étend sur le cadavre de l'araignée géante pour récupérer. Peu après, Grey et Essil le retrouvent indemne, ils le saluent. Beru exprime sa fierté. Suho a terrassé le boss seul, sans ses conseils. Suho demande à Beru de finir de manger les cristaux d'essence magique. Essil et son équipe collectent les membres, les mandibules et les yeux de l'araignée géante. Suho est content. Il vend des matériaux via la boutique en ligne du système et reçoit 700 or pour quelques objets. Après le combat de Suho contre l'araignée géante, Beru le compare aux autres chasseurs humains. Selon lui, Suho se rapproche d'un chasseur de rang B. Suho n'est pas surpris. Il a monté de niveau 8 fois depuis qu'ils ont fait plusieurs raids. Dans sa fenêtre de statut, il est niveau 28, titulaire du titre tueur de loups pour sa victoire contre Brockie. Il n'a pas encore de classe. Sa vie dépasse 5000 et son mana dépasse 500. La force est sa stat la plus élevée, suivie de l'endurance. Son style de combat est celui d'un combattant. Il a acquis de nombreuses compétences passives et actives. Beru ajoute que ses serviteurs Essil et Grey deviennent plus puissants à mesure qu'ils progressent. Essil confirme qu'elle ressent sa force lui revenir en se battant et Grey aboie joyeusement. Essil se demande comment elle récupère de la force sans boire du sang. Mais Suho remarque quelque chose d'inhabituel chez Essil et Grey. Des fenêtres de niveau apparaissent pour eux aussi. Essil est annoncé niveau 19 et Grey niveau 17. Essil et Grey semblent confuses, elles ne devraient pas être des joueurs choisis par le système comme lui. Suho leur demande si elles voient les fenêtres du système, elles répondent que non. Cela laisse Suho pensif. Est-ce un bug? Leurs statistiques augmentent-elles malgré l'absence d'une véritable fenêtre? C'était un mystère. Beru propose de tester l'idée en tentant de monter Essil et Grey. La seule méthode est de retourner au portail pour un nouveau raid. Essil proteste. Ils ont déjà fait 2 raids aujourd'hui et ne sont pas enthousiastes à l'idée d'enchaîner un 3e. Suho répond qu'ils feront d'abord leur quête quotidienne dans le donjon des ombres, puis iront au portail. Lorsqu'ils arrivent, Beru recommande à Suho de faire attention à ne pas devenir dépendant de quoi que ce soit. Mais Suho
aperçoit un aura rouge émanant d'un portail dangereux. Le mana qui en sort est écrasante, la chaleur est intense, et tout le monde, y compris Grey et Ezil, la ressent. Ezil n'en croit pas ses yeux. La fournaise qui émane du portail est insupportable. Suo demande à Beru si des portails peuvent apparaître à l'intérieur même du donjon des ombres. Beru avoue qu'il n'en sait rien. Tandis qu'ils observent le portail rouge, une notification d'urgence du système apparaît. Une quête urgente de fissure dimensionnelle exige leur intervention dans le portail rouge pour éliminer la cause de la fissure. Suo sourit. C'est une opportunité parfaite. Il ouvre la boutique et achète 3 vestes thermiques, en donne une à Ezil et une à Grey. Équipés, ils entrent dans le portail. Suo et son équipe se retrouvent dans un désert brûlant. Au milieu, une pyramide moderne se dresse sur une plateforme géante. Ils sont en Égypte, dans un donjon de type extérieur pyramide. On voit un chasseur de rang B, nommé Lu Xing de la guilde Asura. Il ressemble à Rambo sous cet angle. Avec 2 autres chasseurs de la guilde Asura, il accuse un homme de tyrannie. Il pointe son sabre et exige de savoir pourquoi on les force à quitter le donjon alors qu'ils sont arrivés les premiers. L'homme répond froidement. Qui s'en soucie? Il déclare que dorénavant ce donjon leur appartient et que s'ils insistent, ce sera une déclaration de guerre. Lu Xing transpire d'énervement. Quelle malchance d'avoir croisé la guilde des charognards de notre cher Thomas André, que beaucoup craignent. Le chasseur face à lui est Randolph, un rang A, qui regarde Lu Xing avec mépris et affirme que tout s'efface face à la force écrasante. Les 2 camps se préparent au combat, mais une main se lève pour calmer la situation. C'est un jeune homme qui cherche à poser une question. En se grattant la tête, Suo demande innocemment aux 2 où ils se trouvent. Ezil est embarrassé se cache et Grey halète à cause de la chaleur extrême. Abonne-toi pour la suite.